Alors, je crois que nous sommes prêts à reprendre. Rebonjour pour celles et ceux qui étaient là ce matin. Bienvenue pour les personnes qui s'ajoutent à nous pour cet après-midi, au 5e colloque du programme de 2e cycle d'études de la pratique artistique, EPA. Alors, le segment cet après-midi, c'est drôle parce que ce matin, je vous parlais de Chantal Akerman. Elle disait « Sans qu'on le veuille ni le prévoie, le réel, parfois, nous gâte. » Je trouve que ça va bien avec ce thème qui ouvre l'après-midi, découvrir ce qu'il y a là, où nous allons entendre Caroline Noël, Paul de Margerie et la première des communicatrices, Claire Aubin. Alors, laissez-moi vous présenter Claire. Claire est native de Salaberry de Valleyfield. Elle réside à Montréal et travaille de son atelier dans l'Anaudière. Formée initialement en andragogie, elle y a fait carrière durant une vingtaine d'années avant de décider, en 2007, de se consacrer à l'apprentissage et à la pratique artistique. Elle explore d'abord la peinture, ensuite la sculpture monumentale et depuis quelques années le dessin, sur tablette numérique principalement, mais aussi sur papier, toile, mur, etc. Sa recherche est une manière d'explorer son inconscient et de faire évoluer son regard sur le monde. Ses récents dessins accompagnent l'écriture, la sienne, et celle d'autrices d'ici. Le titre de la présentation de Claire aujourd'hui, « Penser le dessin, dessiner la pensée, une aventure aux sources de l'inspiration ». Claire. Bonjour. La beauté avant l'art. Alors, j'étais à peine sortie de l'enfance lorsque ma mère déclara que j'étais une manuelle. Elle me dirigea vers le métier d'esthéticienne visagiste. Je rêvais d'études supérieures. Je passais des journées en compagnie d'un dictionnaire illustré noir et blanc à lire la biographie des grands penseurs. J'aimerais dire des grandes penseurs. Nous étions dans les années 50. Et à reproduire en dessin leurs portraits en couleur. Leur pensée devait rester un mystère durant la dizaine d'années qui ont suivi ma formation d'esthéticienne visagiste. Formation centrée sur le désir de beauté des femmes. Mais n'était-ce pas le désir d'exister? C'est ce que je comprendrai beaucoup plus tard. Et encore beaucoup plus tard, je ressentirai que ce désir relève davantage du désir de sentir la substance de sa pensée propre. Je crois que ce désir, en ce qui me concerne, s'est manifesté par le dessin. J'ai décidé, durant toute ma vie, j'ai aussi dessiné ma vie. Je n'ai pas toujours eu le choix des matériaux, mais j'ai fait avec. La métamorphose. J'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire qui a l'air sans dessin par moments, mais en la racontant, le fil qui lui donne sens prend couleur distincte et fait surface. Le fil, le lien qui fait se rejoindre mes aventures plastiques. Voici. Sans surprise, mon esprit a pris le même chemin que mes mains. J'ai agi dans le monde des sciences de l'éducation, de la pensée qui se dessine, se construit, des sciences de l'information et des communications, qui dessinent ces codes. Je me suis arrêtée aux portes de l'intelligence artificielle, l'enfer ou l'envers du dessin. Et puis, j'ai tout mis de côté. J'ai pris atelier. Un grand espace plein de fenêtres d'où je voyais passer les trains. Ma soixantaine était arrivée.
Le travail professionnel était devenu moins nécessaire à ma survie. Je désirais reprendre mes couleurs. Pour citer Virginia Woolf, j'ouvre la parenthèse, la pensée de ce talent petit mais cher à celle qui le possédait, qui périssait, et avec lui, mon moi, mon âme, tout cela devenait comme une rouille. Fermez les parenthèses. Alors, le temps était arrivé au décapage. À mes débuts, dans l'atelier, je pratiquais le modelage sur argile. J'ai joint avec cette pratique la peinture, le collage, les installations éphémères in situ. L'ensemble de cet acte, je le nomme dessin. L'acte se sert d'instruments pour se produire, des instruments pour mes mains actives. Mes mains ont toujours eu cette propension à bouger, à être en contact avec une surface, un objet, un animal, un tissu, ou juste avec l'air quand les mots ne suffisent pas. Ma mère avait vu juste. Ce qu'elle n'avait pas vu cependant, c'est sur quoi porterait mon désir de faire quelque chose avec mes mains. Je l'ignorais moi-même et je l'ai appris progressivement, principalement par mon engagement de plus en plus soutenu dans le mouvement féministe et dans la lutte pour l'indépendance du Québec. Désir de liberté et de libération, dont mes ouvrages artistiques seront empreints, et particulièrement le premier, qui rejoint le désir de me lier aux femmes de mon époque. Mes ouvrages en modelage ont pour sujet mes contemporaines, celles éprises des choses de l'esprit, des penseurs, ce qui ne les empêche pas d'être des faiseurs, des femmes qui ont pensé leur vie et ce faisant, la nôtre, la mienne. Je constate leur absence dans le paysage statuaire du Québec. Je ne vois que des statues et des monuments pour honorer les faits d'armes des hommes au Québec. Il faut changer ça. Je tenterai de me servir de mes mains pour le faire, de me servir de ma pensée et de mes connaissances pour fouiller leur destin, leurs œuvres. Des statues prendront forme et prendront place dans l'espace public. Dans certains espaces, le coulage en bronze assurera une pérennité. Laissera peut-être une trace, mais je ne me fais pas d'illusions. D'ailleurs, j'ignore si elles sont encore en place ou si on les a mises au rencard. Pour l'histoire, les lieux qui ont choisi de donner un espace public sont parfois les mêmes qui ont pris leur nom. Des lieux de savoir comme la bibliothèque Rina Lallier, la bibliothèque Marie Huguet, la bibliothèque Gabriel Roy. Dans d'autres instances, c'est la Maison des écrivaines et des écrivains du Québec qui accueille Louki Bersianic, le Conseil du statut de la femme Gabriel Roy et l'Assemblée nationale Les Citoyennes. Je vous les présente ici. Mon histoire prend un autre tournant lorsque je lis un roman de France Théoret, Hôtel des Quatre Chemins. Je suis intriguée. Le livre vient de sortir, 11 chapitres comme des tableaux. Dans chaque tableau, un pan de mon histoire et de celle du patriarcat traditionnel au Québec, selon l'expression de l'autrice. La grande noirceur sculptée avec des mots, dans des évocations qui me rejoignent intimement. Cette noirceur si près de notre histoire, qui n'est jamais apparue nulle part dans mes lectures à date. L'autrice parle de moi à travers un livre, et j'ai le goût de modeler cette histoire avec mes mains. 11 figures émergent, une à une, au fil, encore lui, de ma lecture. Elles se font dans le silence. Je n'en parle à personne, ni à l'autrice dont j'ai l'impression de sculpter l'écriture.
On dirait que cette femme écrit au ciseau. Elle découpe mon histoire en 11 morceaux. Ça craque dans ce pays, dans cette culture. Elle le saisit. La culture est la mienne, celle de ma mère, de ma sœur, de mes contemporaines. Je choisis des scènes et j'opère le modelage à l'argile. Je n'ai pas vraiment conscience de me projeter dans un personnage ou d'interpréter les autres à travers lui. Mais je le fais indéniablement. C'est pas beau, c'est satisfaisant. Je ne fais pas œuvre de beauté. J'ai le sentiment de façonner le réel, l'illusion, l'espoir, le dépit, l'angoisse, l'orgueil, le lait, la honte, la naïveté, l'implacable. Je vous présente les figures aux créatures. Il devrait y avoir une certaine musique pour accompagner ça. La zone grise. Je suis une ouvrière qui fait un rêve éveillé. Ce que j'ai toujours tenu secret a émergé entre la lecture et le modelage. La pulsion de modeler ces figures ou ces créatures répondait à un besoin, ou était-ce un obscur désir de quelque chose qui voulait exister? Le sens se métamorphose en cours d'ouvrage. Le désir s'incruste et ne lâche pas tant que l'ouvrage n'est pas fini. Quel est donc ce désir? Sentir, toucher une réalité, la faire mienne, me réapproprier quelque chose que j'ai perdu ou qui n'existe qu'à l'état d'intuition, d'abandon, peut-être d'abandon, mais plutôt d'embryon, que j'ai tout à coup le pouvoir de rendre réel, d'en faire ma réalité, mon histoire. Une filiation avec mes contemporaines a pris force. Une année ou deux ont passé, les figures ont trouvé une place dans une nouvelle publication de France Théoret, La zone grise, un long poème qui accompagne à son tour les figures. Une boucle est bouclée, notre amitié s'installe. Voici la couverture du livre avec la sculpture de la figure principale. L'œuvrement, l'ouvrage, le dessin. L'écrivaine devenue amie, je lis. Me voici lectrice. Je lis très attentivement. Sa pensée est profonde, sûre, déterminée, implacable, juste, directe, résolue. Elle travaille peut-être comme je dessine, sans cesser de tracer, de souligner, retrancher, effacer, pétrir, reprendre, grossir, émincer, marquer, noircir, épurer, décaper, arracher, masquer, illuminer, éclaircir, redresser, cadrer, copier-coller, enregistrer, supprimer, transférer. La pile du crayon est à 10%. Message de la tablette, recharger le crayon. Vous l'aurez deviné, mes instruments. Évoluant avec l'époque, mon ouvrage se poursuit sur le numérique. Mes gestes s'adaptent au format de la tablette. Tout peut être transféré en format géant sur toute surface. C'est l'essence du premier geste qui dicte tout. La technologie fait le reste. Ma pensée passe du cerveau au crayon, électrisant mes circuits jusqu'au bout des doigts qui le tiennent. L'art avant la beauté. Récemment, et mon récit se terminera ici, Théoret a écrit un livre qui m'a encore une fois replongé dans la mémoire de la femme en devenir que j'ai été.
Un récit ancré dans un temps sombre de notre histoire collective, celle d'où l'on sort à peine, et ce, avec beaucoup de lutte. Le titre de son livre est « Patriarcat ». J'accompagne le récit de 5 dessins. J'aurais aimé en parler ici, mais il est à paraître et je ne veux pas dévoiler ses secrets. Je me permets cependant de montrer un dessin auquel je tenais beaucoup. S'il fallait n'en garder qu'un, que ce soit celui-ci. Il m'importe de dire comment ce dessin a vu le jour. Dans le cadre du cours, le dernier cours de EPA, on nous a invités à prendre une feuille, à la déposer sur nos genoux et à tracer la feuille au crayon en nous concentrant durant quelques minutes les yeux fermés. Cette concentration avait pour objet, et je cite, de revenir à la maison du souffle, de la colonne, du centre, sorte d'électrocardiogramme de ce qui est là, à l'intérieur. Ce que je fis à la différence, que j'ai placé la feuille sur mon ventre. J'aime ce genre d'activité qui me sort du mental et de la réflexion et me ramène à la source, l'imaginaire et mes mains. Cette fois en contact avec mon ventre, le lieu symbolique de naissance. Au sortir de cet exercice, j'ai eu la surprise de découvrir une ébauche qui me parlait, qui résonnait en moi. Je me suis mise à la travailler, à la retravailler. Elle a été l'objet d'obsession durant quelques jours. Je ne la considérais pas jusqu'alors comme faisant partie des expérimentations pour le livre Patriarcat, jusqu'à tout à coup, l'éclair surgisse. Ce dessin appartient au livre. En me rapprochant de l'univers de France Théoret, je me rapprochais de moi-même. Dans un échange avec l'autrice, je lui ai signifié que je tenais à ce dessin de style très différent des 4 autres. Elle y voyait le ventre d'une femme et une forme menaçante. Le patriarcat étend son pouvoir sur le ventre des femmes. Elle a suggéré de le placer dans la page du prologue et de le titrer « Patriarcat », à l'instar du titre du livre. J'étais d'accord. C'est tout. Je vous remercie. Merci beaucoup, Claire Aubin. Alors, que je ne bougerai pas, je vais enlever mon masque. Pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin, vous avez dans la partie inférieure questions, réponses. Si vous avez des questions à communiquer à Claire, elle se fera un plaisir de vous répondre. Après chaque présentatrice, il y a une dizaine de minutes d'échange avec la présentatrice. Donc, je ne sais pas si on a déjà, Daniel ou Virginie, si vous avez vu si on a des questions de la maison. Dans la salle aussi, si vous avez des questions. Pas encore, très bien. Claire. C'est limpide. C'est limpide. C'est limpide. J'aimerais ça que tu nous parles encore un petit peu plus de ta collaboration avec France Théoret. Je comprends que le livre est à sortir, mais je suis curieuse sur comment vous travaillez un petit peu plus en détail, peut-être, si tu veux en parler. C'est un peu difficile d'en parler parce que je pense que l'on ne touche pas... je lis ses livres, elle écoute ce que je dis de ses livres, probablement de ce que d'autres lectrices ou lecteurs en pensent aussi, comme toute bonne autrice. Mais je sens ces moments privilégiés d'aller fouiller sa pensée et de ce fait même de fouiller la mienne, de savoir qu'est-ce que je n'ai pas compris encore. Disons que c'est une personne qui me éclaire beaucoup et, parce que sa pensée est profonde. Et nos échanges jusqu'à présent se sont beaucoup faits autour de l'écriture, de la littérature québécoise. Et quelques rapports avec mes dessins. Je suis plus secrète relativement à ce que je fais qu'elle est vis-à-vis son écriture. Tu nous mets l'eau à la bouche, en tout cas. Merci, Claire. Caroline Barber a une question pour toi. Oui,
Pourrais-tu nous parler de ton rapport à la beauté versus la laideur, plus dans ton travail de sculptrice? Oui, je crois que j'ai abandonné cette idée de correspondre avec une... pas me correspondre, c'est que... oui, c'est peut-être correspondre à une certaine... Je ne veux pas avoir cette chape, ce poids sur le dos, de faire des choses qui correspondent à une théorie de la beauté ou une idée que le monde se fait de la beauté depuis qu'il y a de l'art. Alors, j'ai passé par une période de déconstruction de la beauté. Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'élégance, ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'esthétique, mais c'est pas j'essaie d'adopter ma propre esthétique. Et quand je me sens à l'aise avec un dessin que j'ai fait, avec ses formes, c'est ce qui compte pour moi. Bonne question, je te remercie. Merci, Caroline. Alors, est-ce on aurait des questions de la maison, soit Virginie ou Daniel, si vous suivez, ou Daniel, si tu as une question. Il n'y a pas de questions sur le film. Il y a des commentaires, par exemple, tous plus élogieux les uns que les autres. Moi aussi, c'est comme un commentaire. Je suis impressionnée par... on n'avait pas vu beaucoup ton dessin dans le programme, là, au fur et à mesure du programme. Puis, il y a comme tellement une qualité très intégrée. C'est comme ça te ressemble tellement. Je trouve que c'est très émouvant, en fait, de les voir. Puis j'aimerais ça d'en voir plus. Tu nous en as caché plusieurs là, qui sont dans des boîtes. Des publications, oui, puis des publications à apparaître, etc. Mais, c'est ça, puis j'aime aussi, parce que je joue avec une tablette moi aussi, mais j'adore ce que tu fais avec. Là. On a vu juste un petit bout, mais ça, on avait vu aussi un petit peu. C'est intéressant, cette espèce d'immédiateté du médium. Peut-être que tu as quelque chose à nous dire pour avoir abandonné le papier pour aller vers la tablette. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont jurer par le crayon, le papier, etc. Oui, puis je te remercie de ce commentaire, Daniel. Je suis tombée récemment dans un article où j'ai vu qu'il y avait comme un petit mouvement d'art, digital art et crayonnage. Donc, il y a les deux qui se font maintenant, on dirait. Et puis, moi, j'ai ressorti récemment mes crayons de couleur. Et puis, ça opère différemment. Du côté papier, les crayons de couleur et tout, c'est comme des moments autres dont je sens que j'ai besoin encore. Il y a plus de frustration là-dedans, c'est sûr, parce que c'est long, c'est plusieurs couches, mais il y a tout l'apprentissage justement d'une autre sorte de couche avec le dessin numérique. Et c'est immédiat, c'est spontané, puis les possibilités sont gigantesques. Alors ça stimule beaucoup la créativité, je trouve. Merci Claire, merci pour la question. Est-ce qu'on a une question de Virginie, quelqu'un de la salle, quelqu'un de la maison? Claire, je pourrais d'abord, félicitations. Est-ce que si les femmes artistes ont une responsabilité particulière à l'égard d'une sensibilisation sur la condition de la femme et sa réalité, la condition des femmes, quelle serait-elle en priorité, cette responsabilité de la femme artiste, selon toi, pour toi? C'est de ne rien cacher. Mm. C'est ça que je dirais. C'est court hein, comme réponse. Mais c'est tout ce que j'ai à dire vraiment. Dire la vérité sur sa vie, sur nos sentiments, sur notre vie, mais de façon authentique. Pas toujours facile, mais c'est ça ce qui est vrai. C'est le réel. Merci. Merci Claire. Et on pourrait terminer, je crois que Rachel a une question. Bonjour.
En fait, je voulais te parler du dessin. Je voulais que tu me parles du fait de passer de la sculpture au dessin. C'est comme presque l'inverse du chemin habituel, traditionnel, dans le fond. Et puis, j'aimerais que tu me parles de cet aspect-là, justement. Ben, en réalité, je suis plutôt partie dans l'enfance du dessin pour aboutir à un âge avancé à la sculpture. Et maintenant, je reviens en enfance. Ouais, ce sont des cycles, j'imagine. Ce sont des cycles. Merci beaucoup, Claire Aubin. Merci. Merci. Vous qui êtes à la maison, vous ne savez pas, mais notre grande visiteuse, notre grande visite est arrivée. Pour notre plus grande joie, Sylvie Coton est avec nous. Et salut. Et vous aurez l'occasion d'entendre sa très attendue communication, conférence, demain à partir de 10 heures. Alors maintenant, on va accueillir Paul de Marjorie. Paul se dit sans attache. Elle est de là où elle se pose. Comme l'expression artistique, la science et le monde animalier la définissent. Elle fera des études en arts appliqués, concentration céramique, en aménagement de la faune, puis en éthologie à l'Université de Montréal. À Québec, entre 1990 et 1995, elle exerce le métier d'illustratrice scientifique pour Québec Science, Environnement Canada aussi, et différents clients, en fait. En plus d'exposer ses œuvres animalières par l'intermédiaire, entre autres, de l'Association des illustrateurs et illustratrices du Québec. Paul consacre une grande part de son talent à traduire les vibrations positives et bénéfiques qu'elle reçoit des animaux, ses alliés. Alors aujourd'hui, le titre de la communication de Paul, « Tentative de regard sur un monde inaccessible et muet ». À toi, Paul. Bonjour tout le monde. Je suis faite de sciences et d'art, à la fois brique et mortier. Des disciplines qui créent l'expression de mes sentiments, croyances, espérances et révoltes. C'est avec ces voies de connaissances conjuguées que j'aborde un monde qui m'est fondamental, celui de l'animal. Chercheuse et créatrice, rigoureuse et originale, éclectique dans tous les cas, j'amorce un audacieux exercice qui consiste à plonger dans le regard de l'animal pour tenter d'y déceler l'essence de son contact avec son environnement et de sentir les vibrations et les émotions que cette rencontre suscite chez lui. Mon ambition a été rattrapée par une évidence. Il y a un os. Je suis dans l'équation et je ne peux m'en soustraire. Il y a là un biais qu'il me faut pourtant tenter de transcender. Pour ce faire, je dois prendre conscience de mon humanité, cerner la teinte qu'elle donne à ce que j'observe. Je dois m'observer, observer, et tâcher de réduire le plus possible l'ascendance de l'anthropomorphisme. Oh, les animaux, je les regarde, les observe, les respecte.
J'ai du plaisir et de la peine pour eux. Je suis leur amie, oui. J'aimerais connaître leur langage, leur code. J'aimerais être moins sapiens pour pouvoir entrer dans leur monde. Dorénavant, en animal que je suis quand même, je vais m'approcher au plus près de leur nature, m'en imprégner et comme artiste, agir auprès d'eux à titre d'ambassadrice. Je veux et je vais créer une relation au monde naturel en retrait de l'humain. Mon intention est de représenter l'animal pour ce qu'il est, dans sa vie à lui, pas dans la mienne. De le représenter dans ses moments de communion avec son environnement et entre autres dans la joie et la paix qu'il peut ressentir lorsqu'il n'est ni proie ni prédateur. Sincèrement, je ne crois pas appartenir à la bonne espèce, comme je ne être né à la bonne époque. Alors, Lévi est d'accord avec moi. Je me trouve du mauvais côté, celui du saccage. Je voudrais être avec la multitude animale, absolument belle et franche. Je souffre. Je suis en colère et surtout, j'ai honte. J'ai envie de crier aux humains, « Stoppez votre frénésie! Réfrénez vos désirs insatiables! Regardez la beauté du vivant et embrassez-la! » Depuis des lustres, il y a l'animal, l'homme d'un côté plutôt, une seule espèce, et l'animal de l'autre, toutes les autres espèces. Dominant-dominé, maître-serviteur, raison-bêtise. En art, l'animal fut longtemps un sujet passif, un simple élément de décor. Pour que les animaux cessent de faire partie d'un monde docile et muet, simple support de nos représentations, comme le dit Estelle Zong-Mangal, historienne de l'art, diplômée à Paris, il est grand temps d'effacer la frontière artificielle qui les sépare. Et ceci est valable dans l'ensemble de nos rapports avec eux, pas seulement en art. Jocelyne Porcher, sociologue et zootechnicienne française, a raison. Les êtres non humains représentent une altérité constituante, c'est-à-dire que nous avons besoin d'eux pour être ce que nous sommes. Katarina Kowalski a créé cette publicité dans le cadre de l'initiative Advertising Community Together Responsible, lancée après le 11 septembre, afin d'inspirer, promouvoir et fédérer l'industrie de la publicité sur la responsabilité sociale et environnementale pour un monde meilleur. Anthropocène, capitalocène, dérèglement climatique, 6e extinction de masse. Il est curieux qu'au moment où nous assistions en direct à l'anéantissement des animaux par milliers, nous leur accordions d'autres propositions d'existence, une conscience et des sentiments. Jean-Paul Le Bourry, dans L'exil intérieur, écrit « Un animal, c'est de la vie enveloppée de fourrure ou d'écailles, habitée par l'inquiétude, capable, ô combien capable de tendresse, de force, de courage et de peur. » Avant tout, il est important de comprendre ce qu'est la sentience. Tout à fait récent, 10 ans à peine, ce concept a le mérite de réunir sous un seul mot sensibilité et conscience et d'avoir une définition large
et Claire. La sentience est la faculté d'éprouver subjectivement. Bon, être sentient signifie être conscient, avoir la capacité d'être affecté de façon positive ou négative par des expériences distinctes, en ayant des perceptions conscientes du milieu environnant et en réagissant à un stimulus donné et à des sensations physiques et psychologiques telles que le froid, le confort, la douleur, le plaisir. La sentience est donc plus qu'une simple conscience. Elle implique des capacités d'évaluation, de mémoire, de ressenti. Avant le mot, je perçois la sentience dans le regard que l'animal m'adresse ou qu'il adresse à d'autres. Je veux donner libre cours à ma perception de son ressenti et extérioriser cette perception est ce que l'art me permet. Peut-être est-ce pour établir un climat de confiance que j'adopte dans un premier temps une approche intellectuelle qui m'est familière et qui me permet de construire le socle sur lequel s'assoit mon projet de création. Ainsi, je me lance dans la lecture de textes philosophiques, scientifiques, engagés et dans la lecture de récits. J'explore l'articulation entre l'humain et l'animal, j'acquiers une perspective historique, je me fournis matière à réflexion et je me crée de nouvelles avenues de pensée. Malgré tout, il demeure difficile de construire une image mentale de ce que je crois être ressenti par l'animal. Je suis devant une réalité que je ne peux aborder que par des présomptions, des connaissances scientifiques, de l'intuition et ma sensibilité. Malheureusement pour moi, aucune pie n'a encore pondu un texte pouvant expliquer son attrait irrépressible pour les objets miroitants. Je tenterai donc de présumer le plus sensiblement possible. Depuis un bon moment déjà, je m'exerce à déplacer ma focale, à modifier mon point de vue dans ma pratique artistique et dans les autres sphères de ma vie. Certains artistes se prêtent au même exercice, par exemple Tom Utek, Valentin Kanellopoulos et Nicolas Tixte. Tom Utek est un artiste contemporain américain qui, questionné sur sa pratique, dit qu'en faisant une étude détaillée de ce qui est dans le monde, on trouve une magie qui va au-delà de la croyance. Et c'est ce qu'il essaie désespérément de révéler dans sa peinture. Lorsque on regarde l'ours, il est de dos. L'ours est un être à part entière. Il contemple le paysage devant lui sans se préoccuper de qui pourrait le regarder. Pareil pour la chouette, qui, traversant le tableau, tourne la tête pour jeter un coup d'œil au-delà du cadre. Elle fait le choix de regarder on ne sait quoi. Elle a son propre point de vue. Les traits de couleur dans l'œuvre indiquent 3 points de vue, celui de l'homme en rose, celui de l'ours en turquoise et en la chouette. Le point de vue, c'est une ligne qui va vers nous, alors on ne peut pas la voir. Une telle structure géométrique, parfois complexe, est sciemment incluse dans les œuvres d'Utek afin d'augmenter la force de mystère de la nature. Valentin Kanellopoulos est un peintre et photographe belge qui porte lui aussi un regard singulier sur l'animal, en particulier sur l'âne. Ses portraits d'âne semblent être ceux d'amis à lui.
il dépeint l'ânerie avec beaucoup de tendresse. Dans ce tableau, un œil extérieur est témoin de la bouderie entre deux ânes. Le propriétaire de cet œil saurait-il dire qui boude qui? D'ailleurs, est-il vraiment question de bouderie ici? Il faudrait poser la question aux ânes pour le savoir. Le titre qu'appose Kanellopoulos à l'œuvre prête une intention au bourricot et invite celui qui regarde l'œuvre à penser de même. C'est un type d'anthropomorphisme que je vais tenter d'éviter. Cas particulier, Winslow Homer, aquarelliste américain du 19e siècle. Homer disait apprécier par-dessus tout le contact avec la nature sauvage et élémentaire. C'est pour dépeindre une scène de chasse qu'il fait ce tableau. Si ici, comme le titre le suggère, le renard fuit devant les chasseurs et leurs chiens, moi, faisant abstraction du titre, je ne vois qu'un renard courant dans la neige en effrayant des corneilles au passage. On ne voit pas l'expression du renard. Impossible de dire s'il a peur ou s'il rit. Un sans-titre permet d'autres interprétations, dont la mienne. Ce qui me plaît cependant dans ce type de composition, c'est que plutôt que de croquer l'animal dans une attitude connue, voire attendue, ou même cliché, de face ou de profil, il est vu de dos, occupé dans son monde. Comme dans l'œuvre des ânes boudeurs de Kanellopoulos. J'ai l'impression que par cette posture, je touche à son intimité. J'ai accès à une autre dimension, un ailleurs. Quelle image a ce renard du monde dans lequel il vit? Il s'ébat, il se débat. Désireuse d'entrer dans cet ailleurs, je cherche à transformer mon regard pour atteindre un autre niveau de conscience. Un univers extrêmement intime. Je m'exerce à me départir de mes a priori et de mes idées préconçues. J'espère que de cette manière, je pourrai approcher, ne serait-ce que subrepticement, de ce que je pressens que ressent l'animal. Pendant ma démarche réflexive, je rencontre Nicola Tixton, une artiste sculpteur animalière britannique contemporaine qui traite ces sujets avec beaucoup de sensibilité. Ces animaux aux yeux fermés dégagent tant de paix et d'intériorité que je ne peux les regarder sans émotion, sans sentir leur calme présence. Les œuvres de Tixton me transportent avec tant de puissance qu'il me semble que tout y est dit. Devant un tel accomplissement artistique, c'est avec humilité que je reviens à ce que je vais réaliser selon mes moyens et mes capacités actuelles. Pour concrétiser mon projet de recherche et création, j'ai d'abord envisagé de faire un modelage d'une tête d'âne. Pourquoi l'âne? Pour son caractère tendre et revêche, son braiement expressif, son visage mobile. Alors, j'ai cherché comment je pourrais représenter ces sensations. J'ai imaginé faire une tête creuse et d'y placer des éléments évocateurs de sentience, c'est-à-dire des objets sonores ou texturés, des touches de couleur. Peut-être en entrant ma tête dans cette tête évidée et à l'aide d'ouverture, regarder au dehors. Mais ce que j'aimerais, c'est que dans une même œuvre, soit visible l'expression faciale de l'animal et l'impression intérieure laissée par sa sensibilité et sa conscience, c'est-à-dire la sentience. Un peu comme un masque à deux faces. Cette part du projet, cependant, demande plus de réflexion et de pratique.
D'abord parce que la sculpture est loin derrière moi et aussi parce que cela fait appel à plusieurs modes d'expression artistique différents. Alors, j'oriente mon choix vers des médiums mieux maîtrisés et troque l'âne pour la corneille. Pourquoi la corneille? J'aime la corneille. C'est elle qui me réveille le matin et qui m'annonce le soir à grand vol joliment bruyant. Elle est intelligente et futée et le prouve en résolvant des problèmes complexes. Et, fait scientifiquement prouvé, elle sait s'amuser. Tous les jours, nous nous faisons la conversation. Et mes voisines au ramage sombre me jouent parfois des tours. L'automne dernier, j'entends les stridulations de 2 étourneaux. Je m'étonne, car l'hiver est sur le point d'arriver et les étourneaux devraient être tournés vers le sud. Je lève donc la tête pour voir les retardataires. Qu'est-ce que je vois? 2 corneilles qui conversent en étourneaux. Mon imagination s'emporte et je découvre d'autres moyens d'expression, médium, dimension 2D, 3D, mouvements, effets sonores. J'ai la tête pleine. Cependant, je ne sais pas comment m'y prendre avec tous ces possibles. Pour commencer, quelque part, j'écoute mon intuition et travaille à un manteau corneille. Je crains que cela manque de sérieux, mais je le fais parce que j'ai tellement envie et besoin d'être dans une corneille. Cependant, le manteau corneille qui a été à demi réalisé jusqu'à maintenant s'est transformé pour l'occasion, pour aujourd'hui, en une tête de corneille. Je vous la présente. Alors, me voilà un peu corneille. Ça n'ira pas plus loin, mais j'aurais bien aimé faire davantage. Donc, l'idée n'est pas achevée. Je me vois déployer mes ailes et faire des arabesques, tout comme l'Autochtone anime l'esprit de l'ours en dansant. Bricolage efficace, prototype, le début de quelque chose. Je suis Corneille. Je creuse ma cervelle d'oiseau, analyse mes sensations, recherche au plus profond de moi ce que je ressens dans le froissement de mes plumes quand le vent me soulève, quand je fais des acrobaties aériennes, quand je croasse avec mes copines. Qu'est-ce que j'éprouve quand j'approche de la branche, prête à me poser, patte en avant? Qu'est-ce que je vois en volant à haute altitude? Qu'est-ce que je ressens quand je descends en piqué, le bec entrouvert? Mes pensées sans corneille. Ce sont les échanges sonores et les cabrioles qui m'émerveillent le plus. Un jour venteux et ensoleillé, 2 corneilles s'amusent en se frôlant dans les airs, avec ce qui me semble bien être du plaisir. Soudain, l'une d'elles replie ses ailes pour se laisser volontairement tomber de plusieurs mètres. Puis, elle les rouvre l'une après l'autre afin d'effectuer une rapide double vrille ascendante. Ivresse, peur, plaisir, bien-être, connivence filiale. Oh, sentience, toujours sentience. Pour concevoir comment voit mon corps vidé, je m'appuie sur des données scientifiques. La corneille voit en 4 couleurs, le bleu, le rouge, le vert, comme nous, plus le violet. De cela résulte un rehaussement des contrastes qui lui permet, par exemple, de voler dans un feuillage dense sans trop de heurts. Son champ visuel, tant vertical qu'horizontal, est large, beaucoup plus large que le nôtre. Elle a une vision binoculaire vers l'avant
qui lui donne accès à la troisième dimension. Elle a de chaque côté, de l'avant jusque presque complètement à l'arrière, une vision binoculaire, c'est-à-dire en 2 dimensions. Elle a cependant un angle mort vis-à-vis la nuque. Donc, elle peut facilement suivre des yeux la copine du dessous, du dessus, de gauche, de droite et devant. Voici comment Corneille voit. Tous ces éléments et d'autres encore me sont révélés par des études scientifiques. Cela me donne des outils pour affiner mon travail et pour satisfaire ma fibre scientifique qui aimerait bien que je pose un peu de véridique sur mon projet. Sur cette diapo, vous voyez la toile que j'ai faite d'un moment que j'adore. Le retour crépusculaire des Corneilles vers leur dortoir. Ce modeste petit tableau devient l'esquisse d'une scène qui sera vue par une Corneille déjà arrivée sur son lieu de repos nocturne. Il y aura ce que la Corneille peut voir de son propre corps, des parties de l'arbre, des oiseaux plus ou moins près, les lueurs du coucher de soleil. J'aimerais intégrer à cette toile ou à d'autres tentatives des effets 3D, des crevés, afin d'atteindre des couches sous-jacentes, ce monde inaccessible et muet. Il y aura des contraintes, des impossibilités, de multiples essais seront nécessaires. Mais ce n'est que le début d'une envolée artistique singulière. Sans le savoir, chers auditeurs, chères auditrices, vous contribuez à l'avancement de mon projet de création et au déploiement de ma démarche artistique. Et je vous remercie pour cela. J'embrasse virtuellement mes consoeurs et mes professeurs et je leur remercie pour les échanges touffus que nous avons eus pendant ces 2 dernières années. Merci à tous. Merci infiniment, Paul, pour cette passionnante présentation. Alors, comme vous le savez depuis ce matin, après chaque présentatrice, il y a une période de dizaine de minutes pour des questions. Alors, vous, à la maison, vous pouvez inscrire vos questions juste en bas de votre écran. Il y a une petite section, vous cliquez « Questions-réponses ». Donc, Paul serait très contente d'avoir des questions. S'il y en a ici, oui, certainement. Mais s'il y en a dans la salle également, ou Sylvie, sens-toi à l'aise aussi de poser des questions. Moi, j'ai une question derrière ici. Oui, Virginie. Alors, Paul, maintenant que les cours sont terminés en EPA, comment comptes-tu tenir le feu vivant de ce projet et le poursuivre? OK. Ben là, la première idée qui m'est venue, c'est que je suis quotidiennement accompagnée de Corneille. Donc, je veux dire, elles me font ne pas les oublier. Ensuite, mon atelier est habillé en Corneille et est habité par des Corneilles. Alors là, je suis concentrée là-dessus. J'ai la tête pleine d'idées. Je me suis procuré des cahiers de création pour mettre toutes ces idées-là par écrit et je vais m'accorder davantage de temps. J'ai confiance. Je ne crois pas que je vais laisser filer. Je suis trop engagée maintenant. J'avais davantage de facilité, je dirais, ou moins de difficulté à me défiler avant le cours d'études de la pratique artistique. J'ai fait des découvertes importantes à propos des différentes barrières ou freins que je pouvais me mettre
Et ces découvertes aidant, je vais à l'avant, là. Je n'arrêterai pas, si ce n'est que, comme on a parlé à midi, des pauses qui sont des moments de jachère, là. Donc, non, je n'arrêterai pas, il n'y a pas de raison. Je n'ai plus de raison d'arrêter. J'aime entendre ça. Merci pour ta question, Virginie. Merci, Paul. Alors, Daniel, tu te lèves, je crois que nous avons une question de la maison. Ou? Question de moi-même, mais avant ça, il y a quelqu'un sur le web qui a loué tes compétences de conteuse. Ah, merci. Merci beaucoup. OK, moi, ça m'intéressait beaucoup ce que tu as présenté, Paul. Puis là, c'est une question peut-être un petit peu difficile, mais d'après moi, Pause. ouais. Comment tu fais la différence dans ta création pour faire le regard subjectif sur les animaux en différence de le regard subjectif des animaux? Bien, c'est là le défi. Ouais. C'est un défi énorme qui demande beaucoup de... Ce que je fais physiquement, là, c'est que je révulse mes yeux et mentalement, j'imagine mes yeux regarder dans l'animal. En fait, c'est comme si je faisais corps avec l'animal, je me mets dans la peau de l'animal, je révulse mes yeux et je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Dans la vie de tous les jours, je les observe. Je leur parle, je communique avec eux. Et je crois que le fait depuis que je suis toute petite, je me sens davantage complice des animaux que des humains. J'ai plus d'affinité, plus de facilité à entrer en contact avec eux qu'à entrer en contact avec mes congénères. Donc, ça a été nourri au fil des ans. J'ai étudié là-dedans, j'ai toujours... Alors, j'imagine que ça crée un climat favorable à ça. C'est comme je dis, je vais rencontrer des difficultés, puis j'y arriverai pas, je ne peux pas me soustraire de l'équation. Je suis moi et je ne fais que percevoir les choses à travers ce que je suis. Il y en a une, je ne me souviens plus qui a dit ça ce matin, mais c'est ça, je veux dire, je n'ai que mes yeux, ma tête, mon corps. Je veux dire, je ne peux pas. J'espère que dans une autre vie, je vais être un animal, mais c'est tout ce que je peux. C'est le plus loin que je puisse aller. Alors, comme ce qui est arrivé avec le titre, je regarde le titre puis je fais « Ah non, mais le titre peut fausser les choses. » Donc, déjà, là, c'est quelque chose où j'essaie de remarquer au plus possible. C'est tentative par-dessus tentative. À un moment donné, je crois que je vais me dire « Ah, mon Dieu, je suis proche, mais je ne serai jamais vraiment sur le point. Là. C'est impossible. C'est impossible, en fait. » Puis d'ailleurs, j'ai pratiqué ma présentation avec une amie qui est scientifique. Elle est en fait... je ne sais plus quoi, là. En tout cas, c'est ingénieur en astrophysique ou quelque chose comme ça. Puis elle m'a dit que justement la phrase où je disais que je faisais partie de l'équation et que je ne pouvais m'en soustraire, c'était une des bases de la physique quantique. Alors, si il est question de ça dans les atomes, alors j'imagine qu'à mon niveau, c'est encore plus gros. Alors voilà, c'est ça, c'est ma réponse. Une question qui demeure ouverte toujours, qui font partie de tes travaux, je le comprends bien, ma chère Paul. Alors, Rachel, à toi. Salut Rachel. Bonjour Paul. Je retiens ton amour des animaux, évidemment. Je compatis quasiment avec toi parce que moi aussi j'ai cet amour-là. Et je te pose une question par rapport à le regard. Je ne suis pas sûre qu'on t'entende, Rachel. Est-ce qu'on entend, Rachel? Parle plus près du micro. Là, oui, Ouais. là, OK, je te passe près. Ah, les micros. OK, alors, là, c'est ça, par rapport à... J'ai pas perdu ma question, mais ça s'en vient.
Excuse-moi. Par rapport au regard qu'on a sur les animaux, et quand on regarde, par exemple, l'œuvre qu'on a vue de Tim Flakiekis, en fait, c'est Oui. une photographie où on sent quelque chose qui se passe entre les deux animaux. Oui. Et puis, on aurait tendance à dire, mon Dieu, il y a des sentiments là-dedans. Qu'est-ce que tu penses de ça par rapport à la vision anthropomorphique qu'on peut avoir vis-à-vis des animaux? Est-ce réel ou pas? Je veux t'entendre là. Oui, bien, écoute, c'est une question que, bien sûr, je me suis posée et que je me pose toujours, mais j'ai des éléments de réponse, en fait, c'est les miens. Moi, je me dis, bon, on voit les animaux, bon, là c'est deux bonobos, on les regarde, puis là, on a tendance à dire, mon Dieu, c'est presque humain, c'est presque des sentiments humains, ils nous ressemblent tellement. Puis là, moi, ça me donne l'impression qu'on s'approprie ça. Puis qu'ensuite, une fois qu'on s'est approprié certains sentiments ou émotions, on les confère plus aux animaux. Et là, ça nous appartient, nous, l'espèce, en tout cas. Et puis, c'est pas mon avis, mais enfin, ce qui arrive, c'est que par la suite, on leur concède. C'est toujours ma théorie, là. On leur concède, bon, nous, on connaît le plaisir. Ah, tiens, ils ont l'air d'être heureux. Ils ont peut-être du plaisir. Mais là, j'en suis venue à me dire, ah, mais le plaisir, il est peut-être d'abord et avant tout dans l'animal. Je veux dire, dans nous, animal. C'est nous, au même niveau que l'animal, nous ressentons du plaisir. Alors là, on s'approprie des choses puis on les redonne, mais en fait, c'est parce qu'on leur a volé. Moi, c'est ce que je pense, mais en fait, ma pensée a le temps d'évoluer dans un sens ou dans l'autre, mais c'est là où j'en suis. Donc, anthropomorphisme, tu sais, peut-être pas tant. Peut-être c'est plus nous qui ressemblons aux bonobos que les bonobos qui nous ressemblent. Parce qu'eux, ils n'ont pas ça, cette chose-là, qui vient tout brasser, tout analyser, tout décortiquer. Ils ne fonctionnent pas comme ça. C'est des êtres très évolués. En passant, c'est nos plus proches parents, les bonobos. C'est ceux qui nous ressemblent le plus. Mais c'est ça. Faut voir. C'est à creuser. Il faut que je lise encore beaucoup. Merci pour la question, Rachel. Merci, Paul. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question. J'étais très intéressée, moi, par ta tête de Corneille, quand tu l'as mis sur ta tête. Et j'aimerais ça que tu me parles un petit peu, parce que, bon, tu me montres beaucoup l'univers pictural, etc., toute la dimension scientifique et tout ça, mais j'étais très intéressée par le côté, disons, somatique, physique, corporel, et le fait de te faire cette grande tête. Est-ce qu'il va y avoir une suite avec ça? Ou comment tu vois ton corps en dehors de la vision dont tu nous as parlé, comme ton corps pour essayer d'envisager ou d'entrer dans la peau de Corneille? Tu aurais le temps de nous en parler un petit peu? Oui, il y a deux choses que je voudrais dire. La première aventure que j'ai eue concernant une présentation de type universitaire, la première fois, c'était dans mon bac en bio. Et j'ai fait c'était en mammalogie et je présentais une caractéristique particulière de l'échidné, qui est un marsupial, qui vit en Australie, bien sûr. Et je n'ai pas pu résister à la tentation de faire en feutrine, cousu, j'ai fait ça avec maman, un ventre d'échidné qui s'ouvrait, qui laissait voir l'aspect particulier que je voulais montrer. C'était les mamelles. Je ne me souviens plus le contenu de la présentation. Puis je me trouvais folle. Puis je me dis encore aujourd'hui, probablement que je suis la seule universitaire qui a fait circuler dans un auditorium
un ventre d'équidné en feutrine, tu vois. Alors, puis les étudiants pouvaient mettre les mains dedans et tout. Alors, quand j'ai commencé la corneille, ça m'a ramené vers ça. J'ai eu ce souvenir-là m'est revenu avec le sourire, bien sûr. Mais je me suis dit, mais Paul, tu ne peux pas résister. Il faut un support visuel, tangible, quelque chose. Je l'ai faite, la corneille. À la maison, j'en ai une corneille qui va de la tête à la queue, d'accord? Mais elle n'est recouverte de noir que jusqu'à mi-corps. Puis elle était trop volumineuse pour entrer dans l'auto. Je ne pouvais pas la porter, j'y ai pensé, mais... Alors, j'ai mis un trait dessus. Et jeudi, je me suis dit, oh non, c'est pas possible, je ne peux pas me présenter, faire ma présentation sans ma corneille, c'est pas possible. J'ai besoin, ça me fait du bien de mettre la tête dedans, ça m'approche de ces animaux-là. Puis j'y vois rien, hein? Quand je suis là-dedans, j'y vois absolument rien parce que j'ai pas les yeux placés sur le côté de la tête comme la corneille. Alors, c'est ça. Là, j'ai fait ça comme ça là, pour que ça me tienne sur la tête avec un chapeau fixé. Puis, ben là, je pense que je ne réponds pas à la question, mais c'est ça, c'est du grillage à poule avec du papier de soie, du Mod Podge, puis on y va, les mains toutes collées, puis ça prend ça. Ça prend ça pour que l'ensemble de mon projet qui est vaste puis qui est multifacette, il y a la moitié des facettes que je ne connais pas encore, ça prend ça. Puis si j'avais pu apporter la corneille entière, je vous aurais fait une danse sur la scène. Je voulais me faire des ailes ou au moins avoir une grande cape puis me promener en croissant. Je peux, mais c'est tellement beau, puis j'ai envie d'être un âne aussi. J'ai envie d'être ces animaux-là. Ils sont beaux, puis on ne les regarde pas assez. Voilà, c'est ma réponse. Alors, merci beaucoup, Paul Marjorie. On va suivre tes travaux avec grand intérêt. Merci beaucoup. Alors, nous voici de retour. Nous nous excusons pour le petit souci technique. Donc, notre troisième du trio de cette section, Caroline Noël. Alors, je vous présente Caroline. Elle est née à Notre-Dame-du-Rosaire. Caroline grandit en respirant la forêt et en bricolant. Elle apaise ses angoisses d'adolescence en peignant et en tâtant toute forme d'artisanat. Assoiffée de comprendre le monde, elle étudie la biochimie à l'Université Laval. Elle s'établit en Gaspésie avec toute sa famille en 1996. Et c'est dans ce cadre qu'elle développe sa pratique artistique à partir de 2007, par ses recherches personnelles, puis en suivant de nombreux cours. Elle crée des œuvres sur toile qu'elle expose surtout régionalement. Je savais que je buterais sur ce mot. En région, régionalement, de 2013 à 2018. Plus récemment, en quête d'une pratique éco-responsable, elle s'initie à l'art in situ en milieu naturel. Alors, la présentation de Caroline Noël s'intitule « L'émergence d'une pratique soutenable ». Caroline, à toi. Bonjour. Ça fonctionne? Ouh! On a eu un petit peu peur. Alors, pendant mon parcours en études de la pratique artistique, j'ai réalisé que j'avais cessé d'œuvrer en technique mixte parce que les implications matérielles de ma pratique m'étaient devenues insoutenables. Pour ma recherche et création,
Partant de l'intention que mes activités artistiques soient dorénavant soutenables, je poserai mon attention sur ce qui apparaît actuellement dans ma pratique. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là. J'ai peut-être l'air calme, mais dans ma tête, c'est le chaos. Mon mental est toujours encombré, souvent jusqu'à la confusion. Il y a une quinzaine d'années, le support biologique de tout ce foisonnement a peut-être atteint ses limites. Le journal en est devenu le dépositaire portatif, un peu comme un disque dur externe. À cette époque, je ne sais plus très bien qui je suis, ni où je vais. Je suis une ex-biochimiste, épouse, mère de 3 enfants, adjointe administrative, couturière, avec une petite valise de peinture à l'huile. Le tout dilué dans l'eau de vaisselle, de la laveuse, du bain. Je m'allège en transcrivant ce qui m'habite dans le journal. Et ce faisant, j'ouvre un accès pour aller à ma rencontre. En plus de l'écriture, mon journal se remplit de créations de toutes sortes, à mesure que je fais des formations et que j'expérimente plusieurs techniques en art visuel. C'est mon espace de liberté où je peux créer spontanément, dans l'instant, sans pression, sans jugement. Cette matérialisation dans le contenant sécuritaire qu'est le journal me redonne consistance et confiance. En transposant cette façon de faire sur d'autres supports, des pages de livres, des journaux, des toiles, je génère des fragments avec lesquels je recompose des tableaux. Je mets en œuvre mon chaos. C'est ainsi que pendant une dizaine d'années, mon développement personnel et ma pratique artistique se sont cousus ensemble. Jusqu'en 2018, où, pour répondre à l'invitation de faire une exposition solo, j'amène mon journal à sa grandeur maximale, dans des tableaux les plus grands que je peux transporter. Au bout du compte, sur cette période de 10 ans, je me suis tellement écrite, dessinée, peinte, cousue. Je me suis vue, connue, reconnue. Je peux me dire ce que ma maman me disait. Je te connais comme si je t'avais tricoté. Mais cette expansion de mon journal, figé dans l'acrylique, dans des tableaux de plus en plus grands, n'était pas sans conséquences matérielles. Des objets à emballer, à transporter, à exposer, à décrocher, retransporter, raccrocher, à vendre quelquefois. Beaucoup d'outils, de produits dans des contenants de plastique, de déchets contaminés. Tout cela prend une lourdeur incompatible avec mes capacités physiques et mes préoccupations environnementales. Mon atelier devient tellement encombré, je n'y mettrai presque plus les pieds. Je deviens figée par la peur et les doutes. Je me sens en hiver créatif et j'ai grand besoin de comprendre ce qui se passe. J'ai connaissance du programme en études de la pratique artistique depuis quelques années, par mes lectures, par mes amis. J'ai l'impression qu'il est fait pour moi et que c'est le bon moment. Il me faudra pourtant attendre encore 1 an pour qu'une cohorte démarre à Rimouski. Dès le premier cours, en octobre 2019, même si c'est l'automne, je fonds. L'expérience est très intense, physiquement, intellectuellement et émotivement. Un moment particulier reste vif en ma mémoire, c'est lorsque je fais la connaissance avec Andy Goldsworthy dans un extrait du film Rivers and Tides. Les images, les mots, les silences, ils font un tel écho à mon besoin de solitude et au bien-être que je ressens dans la nature. J'en suis émue aux larmes. Tout au long du programme, ma vie artistique se trouve comblée
par tout ce que j'y apprends et par le travail en profondeur que je fais sur le terrain de ma pratique. Un peu comme un labour en prévision d'un printemps. Peu à peu, je deviens plus confortable avec le fait de ne pas produire d'objets dans mon atelier tout équipé. Je comprends que l'atelier n'est pas nécessairement un lieu physique, pas non plus toujours au même endroit. Pour moi, l'atelier, c'est plutôt la machinerie créative que j'ai en moi, en plein cœur. Il est in spiritu, comme l'écrivait Sylvie Cotton. Et à partir de là, il peut se dilater pour prendre la forme et l'espace nécessaires, que ce soit un journal, une forêt, une plage. En dehors du programme, je reste un peu à l'écart du milieu artistique que je connais. Je demeure ouverte aux propositions, mais j'accepte seulement celles qui rendent mon cœur joyeux. Autrement, je me contente d'exister. Je veux laisser le champ libre pour découvrir ce qu'il pourrait y avoir là de nouveau. J'ai besoin de légèreté, de silence, de solitude. La marche en nature, que je pratique depuis toujours, au fond, répond merveilleusement à ce besoin. Je le fais de plus en plus en conscience. Respirer, observer, contempler. C'est dans cet esprit que j'aborde le dernier cours du programme Recherche et création. Que se passe-t-il lorsque je marche dehors? Je sors de ma tête. J'élargis ma conscience à un rayon qui englobe mon environnement. Ma cour, la forêt, la plage. Très souvent, je m'émerveille pour un détail qui capte mon attention. La nature me dessine quelque chose, me parle avec son langage. Je réponds par de petites actions qui me viennent spontanément. Cueillette, déplacement de matière, photographie. Avec ce qui est là à ma portée, je dessine à mon tour dans le paysage. Je le réinterprète en images poétiques. Et là, je perds la notion du temps. J'ai une impression intense de vivre dans l'ici, maintenant. Je me sens en communion avec la nature qui m'entoure, connectée à l'univers. Puis, au retour de mes errances, je suis apaisée, allégée, énergisée par mon contact avec la nature et sa poésie. Je suis comme rechargée à l'énergie poétique. Je vois dans cette énergie le carburant pour remettre en marche ma pratique artistique sans lourdeur matérielle. Que je puisse la porter avec les capacités que j'ai, qu'elle soit respectueuse de moi-même et de l'environnement, en cohérence avec ma petite transition écologique personnelle et celle que je souhaiterais voir s'amorcer à l'échelle planétaire. Voilà l'objet de ma recherche. Instaurer et observer l'émergence d'une pratique soutenable. J'entreprends cette recherche et création en établissant que dorénavant, ma pratique sera légère, éco-responsable, connectée avec la nature. Comme pour le journal, elle sera instinctive, spontanée, sans pression de résultat, ni visée commerciale. Au départ, mon intention est simplement de m'accorder des espaces-temps de création ou m'observer dans l'émergence de cette nouvelle pratique et de documenter dans mon journal ainsi qu'en photo. Mais en cours de route, je suis invitée à participer à un projet d'une durée d'1 mois, combinant une formation de groupe à distance en art nature et une diffusion publique, une collaboration du Centre d'artistes Vastes et Vagues et Culture Gaspésie. Voilà que me tombe du ciel un cadre expérimental pour ma recherche et création. Ainsi, pendant les 3 premières semaines de mars dernier, je fais plusieurs séances d'expérimentation personnelle d'art nature, guidée par un professeur et encouragée par une belle petite communauté virtuelle de participants. Après la formation, nous sommes invités à choisir un site entre Percé et Gaspé, où réaliser de nouvelles créations
qui seront documentées en photos et vidéos professionnelles. Je choisis un endroit où je me sens chez moi, qui s'appelle Coin du Banc. Je me prépare en rapaillant quelques objets dans une chaudière et dans un sac à dos. Instinctivement, je prends ce qui me semble convenir pour ma survie, pour ce plongeon dans l'inconnu. Lorsque mon mental a envie de paniquer, mon cœur me souffle ces quelques phrases qui deviennent pour moi une sorte de mantra. Pour cette expérience, mon atelier prend l'espace que je peux parcourir en un temps donné, sans épuiser mon corps. Dans cet espace qui m'inclut se trouvent toutes les matières et les outils dont j'ai besoin pour créer. Je me mets en relation avec la nature, ouverte à accueillir ce qu'il y a là. Le jour J, j'arrive bien à l'avance pour prospecter et m'imprégner du lieu. Après environ 1 heure à marcher en conscience et à jouer avec ce qui est là, une vision surgit, fulgurante. Une idée vraiment folle, qui ne me serait jamais venue en d'autres circonstances, c'est sûr. Voyez sur cette vidéo, si la vidéo veut démarrer. Cet après-midi-là, tout en respectant mes capacités et même dans un bien-être quasi méditatif, je réalise la plus grande œuvre que j'ai jamais faite. Je dessine dans le paysage une ligne pointillée de 100 mètres de long, 521 boules de neige. Une œuvre éphémère que je mets 3 heures à faire et qui disparaît ensuite en quelques heures. Lorsque je termine, je suis tellement énergisée, je l'évite presque. Le lendemain, même si je n'y suis pas obligée, j'ai vraiment envie de rejoindre le groupe sur un autre site pour clore l'expérience. J'y passe 3 heures, totalement engagée encore là, dans des expérimentations personnelles, puis du travail collectif. Malgré qu'il fasse -8 avec de forts vents, je n'ai pas froid. Je ne me sens pas fatiguée. Je n'ai pas mal. Au contraire, je ressens un grand bien-être. J'ai l'impression d'être plus que légère, gonflée comme une montgolfière. La sensation presque mystique de m'élever, de surexister. Cette expérience me confirme que l'art nature est vraiment une voie très favorable pour ma pratique soutenable, car elle me permet de créer sans les lourdeurs matérielles qu'occasionnait ma pratique antérieure et de me sentir pleinement vivante, dans une sorte d'état d'équilibre de tout mon être. Je découvre aussi que le cadre que j'ai accepté m'a amené plus loin que ce que j'aurais pu imaginer, car à la fois stimulée et sécurisée par le groupe, je deviens plus audacieuse et mon bien-être est augmenté jusqu'à l'exaltation. Dans son texte que je lis et relis ces dernières semaines, L'art et la surexistence, pourquoi l'art interpelle-t-il sans cesse le spirituel? Daniel Boutet cite John Dewey, qui écrivait ceci: « L'art met en évidence et accentue cette qualité d'être un tout et d'appartenir au tout global de plus grande ampleur qui constitue l'univers dans lequel nous vivons. Nous sommes pour ainsi dire introduits dans un monde au-delà du monde et qui n'en est pas moins la réalité plus profonde du monde vécu de nos expériences ordinaires. » En effet, il y a quelque chose de l'ordre du spirituel dans mes expériences récentes qui me procure un tel sentiment de communion, de clarté et d'élévation. En somme, quand je crée mes œuvres éphémères dans le paysage, je m'y ancre
et il s'ancre en moi. Tout mon être s'engage naturellement, comme en quête d'un rituel bienfaisant. Je me sens connectée à la nature et au cosmos. Je retire une connaissance approfondie du lieu, des matières et de moi-même. Pendant quelque temps, je me dégage de mon chaos intérieur et des lourdeurs du quotidien, en me laissant soulever par cette énergie poétique, quasi mystique, qui me remplit. Puis, je laisse à la terre mes créations éphémères, comme des offrandes. Je vais marcher comme on va à la messe. La brindille, le mollusque, la pierre sont les mots de mes prières. Merci. Merci beaucoup, Caroline Noël. Merci. Alors, tiens, déjà une question. Je t'en prie. Merci, bravo Caroline. Je voulais savoir si les matériaux que tu utilises, les formes que tu crées, puis les manipulations aussi que tu fais, est-ce que ça te raconte des histoires? Est-ce que ça prend des personnalités? Est-ce qu'il y a une narration? Ou bien est-ce que tu es libéré de ça aussi quand tu crées dehors? Non, je pense qu'il y a des histoires qui viennent. En fait, j'ai l'impression que c'est le fait d'être dehors, de marcher, de bouger, puis de me laisser attraper par un détail, quelque chose. Puis une fois que je suis entrée dans la création, là, il se peut qu'il y ait une histoire qui se raconte, là. Oui, il y a des choses qui me viennent à l'esprit puis qui me disent où aller pour la suite. Ça prend différentes formes, dépendant des endroits, des matières. Est-ce que ça répond à ta question? Merci, Karine. Merci, Caroline. Alors, à la maison, si vous avez des questions pour Caroline, vous avez qu'à les inscrire dans le lieu approprié, en bas de votre écran. Vous allez avoir une petite case qui apparaît. Gênez-vous pas. Voici Marie-Pierre avec une question, je crois. Ta présentation m'a beaucoup interpellée. Puis, d'un point de vue plus pratico-pratique, là, je me demandais avec qui tu avais fait ta formation. Puis, si tu as envie d'en glisser quelques mots supplémentaires aussi, ben. Oui, c'est André. Lapointe? Lapointe, oui. Oui. Un artiste du land art que j'ai connu à l'occasion. Et puis, on était un groupe d'une dizaine, je crois. C'était virtuel. On a eu 3 rencontres à une semaine d'intervalle. Puis, entre les rencontres, il fallait faire nos propres expérimentations, chacun chez soi, puis arriver avec des photos pour le cours suivant. Puis là, le professeur nous faisait ses commentaires, puis un peu comme ici, on était une belle petite communauté accueillante, fait que c'était très, très facilitant. Moi, en tout cas, ça m'a permis de faire beaucoup plus d'expériences que j'en aurais fait toute seule, je crois. Est-ce que je peux y aller avec une... Oui, vas-y. Oui. Puis, y a-tu une découverte là, que tu as réalisée pendant cette formation-là ou comme un apprentissage comme que tu retiens vraiment majeur, mettons, Ce qui m'a le plus impressionné, je pense, c'est à quel point je deviens rapidement et facilement complètement plongée et investie dans l'action. Il n'y a plus rien qui existe. Puis tout mon corps il participe, puis je m'étire dans tous les sens, puis je fais des acrobaties. Puis oui, je pense que c'est ça qui m'a le plus frappée, à quel point je plongeais vite là-dedans, puis à quel point c'était satisfaisant.
Merci. Caroline Barber. De Caroline. Qu'est-ce que ça fait de passer du carnet à la nature, ce plongeon-là de laisser l'encre pour aller t'ancrer dans le sol, dans la neige? Ça me fait beaucoup de bien. Je le mentionne, j'avais comme un besoin d'aérer, de respirer, de légèreté. Je me suis écrit pendant 10 ans, puis là, j'écrivais plus dans mon journal. Je n'y allais plus, puis je dessinais plus non plus. J'ai comme arrêté. Ça s'est arrêté. Alors, qu'est-ce que ça m'a fait? Ben, ça m'a fait trouver une autre façon par où passer pour créer, dans le fond. Comme une autre sorte d'écriture? Oui. D'ailleurs, très souvent, les premières choses qui me sont apparues, c'est que je regardais la forêt, puis je voyais des écritures, je voyais des lignes. Je voyais des lignes pour écrire, pour suivre, pour écrire dessus. Puis c'est toujours, quand je me suis mis à jouer, à faire des petites créations, j'ai toujours dit que je dessinais dans le paysage. Puis c'est comme si, dans le fond, j'avais éclaté le journal dans le paysage. Sauf que là, il y a moins, la mémoire écrite n'est plus là, mais c'est peut-être tant mieux parce que ça va me faire moins de bagages à transporter. Oui. Une écriture légère. Des données. Légère et éphémère. Merci, Lady Caroline. Daniel, est-ce qu'on a des nouvelles de la maison? Les gens qui sont à la maison, c'est ça? Ou toi? Il y a plein de questions, en fait. Fait que je ne peux pas répondre à toutes, mais je vais un peu te les dire. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qui mène à la sensation de sécurité avec un groupe. Je te dirai laquelle tu veux répondre. Ben, ce qui mène à la sensation de sécurité avec un Attends, groupe. elle va t'énumérer les questions, tu vas en choisir une. Oui. Il y a quelqu'un qui pose la question, mais ça, tu as un peu répondu. L'œuvre éphémère, comment vivre ainsi? Après ça, il y a est-ce que tu produis des recueils de tes photos? Puis la dernière, tu viens juste d'y répondre, en fait, c'est est-ce que son journal demeure toujours vivant également? Fait que tu viens de parler de la transposition finalement de ton journal. Alors peut-être celle qui reste, c'est celle de la sensation du groupe, là, la sensation de sécurité. Bien, la sensation de sécurité, ce n'est pas la première fois que je connais ça. Je l'ai connu dans d'autres circonstances aussi. Ici, particulièrement avec EPA, en tant que communauté apprenante, accueillante. Et dès le départ, on statue que c'est il n'y aura pas de jugement, puis qu'on va être à l'écoute les uns des autres. Puis, je suis chanceuse parce que c'est ce qui s'est passé dans le cours que j'ai suivi cet hiver, parce qu'on était tous des gens de la région qui se connaissent un peu ou de loin, mais il n'y avait aucune compétition. En tout cas, moi, de mon point de vue, je ne ressentais pas de compétition. Puis je ressentais plutôt de l'appui. Puis c'est ça. Moi, je trouve ça sécurisant. Puis aussi le fait que lorsque nous sommes allés créer pour la dernière expérience finale, là, ben, on était, je ne me souviens plus, je crois qu'on était 7. Ben là, tu n'as pas la pression de créer une œuvre tout seul. Il y a 7 personnes, tu sais, qui créent. Chacun faisait ses propres choses, puis tout le monde était filmé et photographié. Alors, je n'avais pas la pression de produire quelque chose. J'avais juste à être là, puis être à l'écoute, puis laisser arriver ce qui avait à arriver. Puis c'est arrivé. Est-ce que ça répond? Oui. Hein? Merci pour les questions qui affluent. On aime ça, les questions. Peut-être pour terminer, j'aurais envie, moi, que tu nous parles un petit peu plus. Tu as utilisé des mots qui vibrent, là, tu sais, comme
presque mystique, Mm. ou l'aspect spirituel finalement de ta pratique et comment ça percole dans ta vie. Donc, j'aimerais ça, si tu veux bien peut-être terminer parler. là-dessus. Oui. Oui. C'est quelque chose que je traîne peut-être une petite gêne à le mentionner, à en parler, mais quand je vis ça, je le ressens vraiment comme ça. C'est vraiment vrai, là, ça existe pour vrai. Là. Alors, mais des fois, vous savez ce que c'est, hein? La magie s'en va, puis les hormones retombent, puis là, on se dit, oh, finalement, c'était pas si hot que ça, ce que j'ai vécu. Mais oui, ça l'était autant que ça. Puis oui, c'est proche du mystique. Puis pourquoi je le sais? Ben moi, j'ai hérité d'une religion catholique. Puis je suis allée à la messe à tous les dimanches quand j'étais jeune. Puis j'ai frôlé le mystique, puis tout ça, puis l'immobilité. Puis, alors, oui, ça se rapproche tout à fait de ça. Puis je l'assume, puis je le dis fort maintenant. Puis même, j'ai pas découvert, mais en tout cas, je me suis rappelé il y a 2-3 jours, la biochimiste est venue me dire, ben tu sais, il y a de la biologie en arrière de ça, tu es bourré d'endorphines, alors tu es bien, tu n'as pas mal, tu n'as pas froid, tu as l'impression de flotter. Ben c'est vrai. Ça existe. C'est ton corps qui te fait vivre ça. C'est la magnifique machine de l'être vivant. Ouais, j'ai assez parlé, je pense. Un très grand merci, Caroline Noël, sur la pratique soutenable